Bonjour tout le monde, première partie de ce chapitre donc sur la formation des chaînes de montagne. Cette première partie va traiter de ce qu'on appelle l'obduction, qui consiste en la transition entre la subduction océanique et la cohésion continentale. Donc c'est la première partie de la formation de la chaîne de montagne, et en fait c'est ce qui se produit lorsque, après une subduction océanique, deux lithosphères continentales vont commencer à rentrer en contact et à s'affronter. Donc, vous avez pu dégrossir un certain nombre d'indices pétrologiques avec le TP28 et tectoniques avec le TP27 que vous avez pu faire en ligne, indices que l'on va reprendre un petit peu dans cette partie et dans la suivante. Alors, commençons par voir quels sont les indices que l'on peut trouver dans une chaîne de montagne qui indiquent qu'avant la chaîne de montagne, il y avait un domaine océanique. Parce qu'en fait, toute chaîne de montagne va être précédée par une océanisation, c'est-à-dire l'ouverture d'un océan, puis la disparition de cet océan. Et le premier indice de la présence de cet ancien domaine océanique est ce qu'on appelle une marge continentale passive. Alors ça, c'est une notion un petit peu complexe et il va donc falloir commencer par comprendre ce qu'est une marge passive. Alors, une marge passive va se former au niveau d'une lithosphère continentale lorsque cette lithosphère continentale va être soumise à un phénomène d'extension, parce qu'elle est soumise à des forces divergentes qui vont l'étirer. Donc cette lithosphère continentale est étirée et elle va donc connaître un amincissement, elle va s'amincir et cet amincissement va être marqué par en fait la cassure de cette lithosphère le long d'un certain nombre de failles qui vont être des failles normales puisqu'on est dans un contexte de divergence. Le long de ces failles, en fait, des blocs de croûte vont pouvoir glisser les uns sur les autres, un peu comme des cartes qui coulisseraient les unes sur les autres, et ça va former une sorte de vallée qui témoigne de cet amincissement crustal. En parallèle, il y a aussi une remontée asténosphérique en dessous de cette lithosphère. Cette vallée peut par la suite connaître une inondation puisqu'elle peut avoir une altitude qui va passer en dessous du niveau de la mer. Et s'il y a de l'eau, eh ben, il peut y avoir dépôt de nombreux sédiments dans cette vallée. Alors, ce phénomène, c'est ce qu'on appelle un rifting, puisque le nom scientifique de ce fossé, qui est un fossé d'effondrement, est aussi un rift. Alors, c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur Terre, par exemple en France, la vallée de l'Alsace, qu'on appelle le fossé rhénan, ben, en fait, c'est un rift. C'est un rift qui a avorté parce que le mouvement de divergence s'est arrêté, donc il y a cette vallée qui s'est formée, mais qui n'ira jamais plus loin. Et au sein de cette vallée, ben, circule le fleuve qu'on appelle le Rhin. Euh, et donc, le long de ce rift, on va trouver ce qu'on appelle des blocs basculés. Les blocs basculés, ce sont ces blocs de lithosphère crustale qui ont glissé les uns sur les autres le long de failles normales. Alors, si le phénomène de divergence se poursuit, on a la lithosphère continentale qui va continuer à s'étirer et à s'amincir jusqu'à ce qu'il y ait une rupture complète de cette lithosphère continentale et donc arriver à remonter de l'asténosphère en contact avec la surface. Cette asténosphère qui remonte va connaître des phénomènes de fusion partielle et il va donc y avoir du magmatisme et c'est la naissance d'une dorsale océanique. Cette dorsale océanique va produire du matériau un petit peu différent, qui vont former la lithosphère océanique cette fois-ci, qui vont pousser, continuer à pousser et à écarter les deux morceaux de lithosphère continentale qui s'étaient séparés. Donc c'est ce que vous avez sur cette deuxième partie de schéma. Alors, de ce fait, à ce stade-là, qui est par exemple le stade que l'on va retrouver au niveau de la mer Rouge qui va séparer l'Arabie de l'Afrique, et en fait qui est un très jeune océan avec une dorsale qui est en activité depuis relativement peu longtemps, ce qui explique l'étroitesse de cette mer Rouge. Et l'Arabie et l'Afrique étaient, il n'y a encore pas si longtemps, collées, et de chaque côté de l'Arabie et de l'Afrique, on retrouve exactement ces structures-là. Et alors, à ce moment-là, ce qu'on va qualifier de marge active, c'est-à-dire là où il y a l'activité volcanique et sismique, c'est la dorsale océanique. Au stade précédent, la marge active, c'était au niveau des blocs basculés, puisque les failles étaient actives. On était en train de voir l'effondrement se produire. Mais maintenant, si on reprend ici les blocs basculés, qui sont toujours présents, par contre, eux, ils ne sont plus du tout actifs, ils ne bougent plus. Les failles qui les séparent ne sont plus en activité, il n'y a plus de mouvement. Donc c'est ce qu'on appelle une marge passive maintenant. Et cette marge passive va être caractéristique de l'ouverture d'un océan.
C'est ce qu'on avait appelé l'année dernière le talus continental. En fait, c'est ce qui va séparer la croûte continentale de la croûte océanique. Vous voyez qu'il y a une différence de relief qui est marquée par en fait cette succession de blocs basculés. Alors, dans la vraie vie, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ici ce qu'on appelle un profil de sismique réflexion. Donc, le principe, c'est qu'on prend un bateau et sur ce bateau, on va mettre un certain nombre d'équipements de suivi d'ondes sismiques par le biais d'explosions artificielles qui vont envoyer des ondes en profondeur. Ces ondes, lorsqu'elles rencontrent une discontinuité, par exemple une limite de couche, vont être réfléchies. Sur le bateau, il y a des mécanisme d'enregistrement et en fonction de la durée entre l'émission et la réception des ondes, on peut avoir une idée de la distance parcourue par ces ondes et donc de la profondeur de ces couches et de ces limites de couches. C'est le principe du sonar. Donc vous avez en document 1 le profil de sismique brut qui a été pris au large du plateau continental breton, comme vous pouvez voir sur la carte. Et ce profil est interprété sur le document 2, et vous voyez qu'on retrouve ce qu'on appelle des blocs basculés, et les discontinuités les plus sombres que l'on voyait sur le document 1, un petit peu en courbe, sont en fait d'anciennes failles normales, là, qui ne sont plus en activité, mais failles le long duquel les blocs ont basculé, ont glissé les uns sur les autres. Et vous voyez que par-dessus ces blocs se sont déposés des sédiments lorsque il y a eu écartement de la lithosphère continentale européenne avec la lithosphère continentale nord-américaine, puisque là, en l'occurrence, ces blocs basculés datent de l'époque de la naissance de l'océan Atlantique, il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Donc ça, c'est une marche passive actuelle. Maintenant, quel est le lien avec une chaîne de montagne? Tout simplement que des chaînes de montagne, dans les chaînes de montagne, on va retrouver des vestiges de marche passive. C'est ce qui se passe par exemple dans les Alpes. Alors, sur cette photographie qui n'est pas du tout évidente à exploiter, hein, c'est parce qu'il y a eu un travail de géologue de terrain que l'on connaît cette interprétation. Mais en fait, vous voyez que ce massif est composé de plusieurs blocs, hein, comme c'est découpé sur la photographie du bas. Et en fait, chacun de ces blocs constitue un bloc basculé et ces lignes noires, en fait, matérialisent d'anciennes failles normales qui les séparaient. Et ces blocs ont glissé les uns sur les autres. C'est ce que vous avez comme interprétation sur ce schéma. Et tous ces blocs témoignent donc de l'existence de l'ouverture d'un océan là où se trouvent les Alpes aujourd'hui. Cet océan, on l'a appelé l'océan alpin. Alors cet océan, il date du Jurassique, donc il date de 150 millions d'années, mais on a des indices de la présence, de l'existence de cet océan. Et là, on a avec les marches passives des indices de l'ouverture de cet océan. Bien entendu, cet océan a complètement disparu aujourd'hui, on verra par la suite ce qui lui est arrivé. Et alors, exemple d'indice sur le terrain qui signe ce phénomène de divergence, c'est ce qu'on appelle des failles. Alors vous avez ici une petite faille, donc une faillette, et si vous regardez les couleurs des couches, vous voyez il y a des couches sombres et des couches claires. Si vous regardez la couche claire, vous voyez qu'il y a un décalage entre la partie droite et la partie gauche de la photo. En fait, ce décalage matérialise l'existence d'une faille, et vous avez le bloc de gauche, là où il y a le marteau, qui en fait est descendu par rapport au bloc de droite, où il n'y a pas de marteau. Et si vous faites le mouvement avec vos mains, vous verrez que ce mouvement traduit un éloignement relatif de ces deux blocs. Donc on est bien dans un contexte de divergence. Cette photographie a été prise dans les Alpes. Et c'est très étrange, a priori, de trouver des phénomènes de divergence dans les Alpes, puisqu'on est sur une chaîne de montagne, et une chaîne de montagne résulte d'un phénomène de compression, de convergence. Donc ce phénomène de divergence, en fait, est antérieur à la formation de la chaîne de montagne. Alors, nous avons vu les naissances, les preuves de la naissance d'un océan dans les Alpes, et ben en fait, on retrouve également tout simplement des preuves de la présence d'un océan dans les Alpes, d'une lithosphère océanique. Et la preuve la plus spectaculaire, c'est ce qu'on appelle les ophiolites, qui sont des petits morceaux, des petits fragments, des écailles de lithosphère océanique qui se sont retrouvés coincés dans la chaîne de montagne. Et là aussi, c'est très étrange, a priori, de trouver de la lithosphère océanique dans une chaîne de montagne, dans une lithosphère continentale. Alors, en France, vous avez ce site qui s'appelle le Chenaillet, qui est un site extrêmement classique et connu parmi la communauté des géologues, parce que justement, c'est ce cas de figure un peu spectaculaire. Donc, sur cette photographie, qui est le massif du Chenaillet, vous pouvez peut-être remarquer qu'il y a des différences de couleurs. Et en fait, ces différences de couleurs traduisent des différences de roches. Et il y a 4 zones différentes dans ce massif.
La zone 1, on va retrouver une roche relativement sombre, très dense, qui est de couleur verte, complètement cristallisée, alors très altérée en général. Il s'agit de péridotite. Dans la zone 2, on retrouve une roche magmatique, plutonique, c'est-à-dire entièrement cristallisée, donc formée en profondeur, et composée de deux minéraux différents, le plagioclase clair et le pyroxène sombre. Il s'agit de gabbro. La zone 3, c'est une roche volcanique, magmatique toujours, mais volcanique cette fois-ci, donc très peu cristallisée et qui témoigne d'un refroidissement rapide et proche de la surface. Et cette roche est sombre et en fait est caractéristique de basalte. Et en plus, la forme de ces basaltes est très particulière puisque parfois on retrouve des formes de basalte en boule ou en coussin, ce qu'on appelle des pilolavas. Or, on sait, on l'avait vu l'année dernière, rappelez-vous l'expérience analogique avec le soufre en fusion, on sait que les pilolavas se forment sous l'eau lorsque la lave fluide est en contact avec une eau relativement froide. D'ailleurs, c'est ce que la photographie que tient la géologue sur la photo de gauche, ce sont des pilolavas actuels en cours de formation au niveau d'une dorsale océanique. Enfin, la zone 4, ce sont des sédiments océaniques qui sont riches en microfossiles de radiolaires. Et alors pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, les radiolaires ne peuvent se fossiliser qu'à grande profondeur. Donc, vous avez ici la succession, péridotite, gabbro, basalte en coussin et sédiments typiques d'une lithosphère océanique. Mais ce qui pose deux problèmes. Premier problème, vous voyez que cette succession n'est pas bien orientée. Normalement, ça devrait être une succession verticale, si elle est horizontale. Et puis, deuxième problème, qu'est-ce que ça fait là? On est au milieu des Alpes. J'en profite au passage pour vous montrer que la zone 1, en fait, c'est un petit bout de manteau. Donc, sur ce massif, ce qui est assez extraordinaire, c'est que on a un petit fragment de manteau qui a l'air libre, sur lequel on peut échantillonner, marcher directement, ce qui est très rare. Et en plus, la limite entre la zone 1 et la zone 2, c'est donc tout simplement la discontinuité de Morovičić. Donc, dans ce site, il est possible de marcher sur le Moro. Ça aussi, c'est relativement rare. Et donc, cette succession, c'est ce qu'on appelle des ophiolites. Alors, les ophiolites, ce sont des fragments, des écailles de lithosphère océanique, alors qui peuvent être de grande taille, hein, quand même, ça peut être kilométrique, mais qui, au moment où il y a eu la fin de la subduction océanique, se sont retrouvés coincés, en fait, et n'ont pas subduit. Normalement, la lithosphère océanique aurait dû subduire, mais il y a des petites écailles de lithosphère océanique qui se détachent à ce moment-là, quand la compression, la cohésion continentale commence, et qui vont en quelque sorte surfer sur les écailles de lithosphère continentale qui vont commencer à s'accumuler lors de la collision et qui vont rester à la surface. Et comme elles vont rester à la surface, on en trouve des traces et cette lithosphère océanique est très très peu transformée. C'est ça qui est assez particulier. Par contre, elle subit des modifications, enfin des compressions, de la déformation, et c'est pour ça que par exemple, dans le cas du chenaillé, cette lithosphère océanique est complètement basculée à l'horizontale. Mais vous voyez qu'on en retrouve un peu partout dans les Alpes. Et c'est en fait tout ce qui reste de l'océan alpin dont on a vu la naissance précédemment. Puisque le reste de cet océan alpin, il a connu une subduction océanique. Et là aussi, on va retrouver des indices de cette subduction océanique. Notamment un certain nombre de roches métamorphisées qui témoignent, qui sont typiques de la subduction. Ces roches, on en a déjà parlé lors du chapitre de géologie précédent. Alors vous avez ici deux échantillons de roches que l'on peut trouver dans les Alpes. Premier échantillon, c'est un schiste vert. Donc vous voyez le côté ondulé qui témoigne de la déformation. La couleur verdâtre est relativement pâle en plus sur cette photographie, donc c'est pas forcément évident. Mais c'est un schiste vert, donc c'est une roche océanique qui est typique d'un début de subduction après hydratation lors de l'éloignement de la dorsale. Et la roche 2, c'est une roche qui est beaucoup plus dense. Vous voyez ces petites taches rouges, ce sont des cristaux de grenat. Je ne sais pas si vous voyez aussi, il y a des petites baguettes vertes, c'est de la jadéite. Et le reste de la roche est d'une couleur un peu bleutée, c'est de la glaucophane. Donc en fait, ici on a un schiste bleu qui s'est métamorphisé en éclogite. Donc là, typique d'un gradient de haute pression, basse température, typique d'une subduction. Et donc ça, ce sont des roches que l'on va se retrouver dans les Alpes. Et si on les replace sur ce diagramme pression-température, vous connaissez, on va retrouver le gradient haute pression, basse température, typique de la zone de subduction. Et ce gradient haute pression, basse température, en fait, on va pouvoir carrément le retrouver sur la carte des Alpes. Si on reprend une carte géologique des Alpes, vous avez ici la carte du métamorphisme, et ça va être très très intéressant parce que vous voyez qu'en fait, les couleurs du métamorphisme forment des arcs de cercles concentriques.
Si je pars du côté ouest, c'est-à-dire de la France, vous voyez qu'on commence par des roches qui sont plissées, donc qui sont déformées, mais qui ne sont pas métamorphisées. Puis en jaune, on a un métamorphisme très faible, de bas degré. Puis en vert, vous avez les schistes verts. Puis en bleu, vous avez les schistes bleus, riches en glaucophane. Et enfin, les petits points rouges, ce sont des éclogites. Et vous voyez que donc, si on fait une coupe ouest-est, plus on va vers l'est, plus l'intensité du métamorphisme est importante. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les roches qui sont à l'est, ce sont des roches qui sont formées en plus grande profondeur. Donc là où vous voyez écrit Dora Maera, Grand Paradis, c'était des roches très profondes. Là où vous voyez écrit Keras, bah, c'était des roches un peu moins profondes. Briançon encore moins profondes. Et Beldon, Pelvoux, quasiment à la surface. Donc en fait, ça forme un plan incliné, ces roches-là. Ce sont des roches qui sont formées le long d'un plan incliné. Et ce plan incliné, c'est tout simplement le plan de Vadati-Benioff. Et ça nous indique un peu la subduction océanique, comment elle s'est produite. Vous voyez que les roches les plus à l'est étant les plus profondes, ben, ça veut dire que la plaque française, en quelque sorte, qui s'appelle la plaque eurasiatique, a subduit sous la plaque matérialisée par l'Italie aujourd'hui, qui était un morceau de plaque africaine qu'on peut appeler plaque italienne. Donc ce métamorphisme-là, cette carte métamorphisme nous indique qu'il y a une subduction océanique et que c'est la plaque européenne, française, qui a subi sous la plaque italo-africaine au niveau des Alpes. Donc ça, c'est très très important. Et bien entendu, après, toutes ces roches ont pu remonter par un certain nombre de phénomènes dont on reparlera par la suite, notamment grâce à l'érosion. Vous voyez, il y a une petite astérisque rouge où il y a écrit faciès d'ultra haute pression. On en reparlera par la suite. Donc ça, c'est un cas de figure un peu particulier qui va nous intriguer à la fin de cette partie. Et on va reparler même tout de suite, puisque sur l'endroit où on a trouvé où était placé cet astérisque rouge, en fait, on va trouver des roches un peu particulières. Alors, voilà une image microscopique qui a été obtenue à partir d'une roche trouvée à cet endroit-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est déjà c'est que ce sont des roches continentales. Ces roches-là sont des sortes de grès, c'est-à-dire des roches sédimentaires, mais qui ont connu un métamorphisme très, très puissant. Mais c'est des roches sédimentaires, donc c'est des roches d'origine continentale. Donc, on est sur un petit bout de lithosphère continentale. Ce qui est particulier, c'est que on trouve des gros grenats dans ces roches. Ces grenats témoignent d'ailleurs d'un enfouissement relativement profond. Et ces grenats sont complètement éclatés, fissurés dans tous les sens. Et à l'intérieur de ces grenats, il y a des petites inclusions. Et ces inclusions contiennent deux minéraux, du quartz et de la cohésite. Alors, le quartz et la cohésite, ce sont deux minéraux qui ont la même formule chimique, SiO2. Ce sont ce qu'on appelle des isomorphes. Et le quartz et la cohésite peuvent se transformer réciproquement l'un en l'autre. Il se trouve que les géologues savent que la cohésite, c'est une forme de très haute pression, c'est-à-dire que lorsque le quartz va être soumis à une très très grande pression, il va se transformer en cohésite. Mais c'est vraiment des pressions colossales, autrement dit des profondeurs colossales. Là où c'est très intéressant, c'est que vous voyez qu'on trouve les deux là dans ces inclusions. Et ces deux, ça va être un indice extrêmement fort sur un mécanisme un peu original. Dernière information avant que je vous explique comment on peut interpréter ceci, c'est que la cohésite, c'est un minéral de beaucoup plus haute pression, donc c'est un minéral qui est beaucoup plus dense. Autrement dit, le quartz va occuper un volume plus important que la cohésite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il se trouve qu'il y a ces grenats, et ces grenats possédaient des petites inclusions de quartz. À un moment donné, ces grenats et donc ces roches ont été soumises à une très haute pression. Ça veut dire qu'ils sont allés en profondeur. Et donc le quartz s'est transformé en cohésite. Jusque-là, pas de souci. Et donc on avait de la cohésite. Puis, à un moment donné, ces grenats sont remontés vers la surface, grâce notamment à des phénomènes d'érosion. Comme la pression diminuait, la cohésite a commencé à se retransformer en quartz. Mais cette transformation n'a pas pu être totale.
Pourquoi? Parce que ces inclusions étaient coincées dans les grenats. Et donc, comme le quartz occupe un volume plus important, en fait, lorsque la cohésite s'est transformée en quartz, il faut imaginer, ça a commencé un petit peu à gonfler, et c'est pour ça que ça a fracturé complètement les grenats. Sauf que les grenats sont quand même très résistants, et donc même grâce à ces fractures, il y a un moment donné, le volume n'était plus possible, il n'y avait plus de gain de volume possible, et donc le reste de la cohésite n'a pas pu se transformer en quartz. Et c'est grâce à ça qu'on a des petites reliques de cohésite qui subsistent aujourd'hui à la surface, alors que normalement elles auraient dû complètement disparaître. Et ces petites reliques sont très importantes parce que ça permet de prouver que ces structures, ces roches, sont allées à une profondeur très très importante. Alors pourquoi c'est étonnant? Parce que je vous ai dit que c'était des roches continentales. Or, normalement, les roches continentales ne vont pas à des profondeurs aussi grandes. Parce que là, on est sur des pressions de 20 à 25 kilobars, ce qui correspond, on peut multiplier par 3, à des profondeurs supérieures à allez, 75 km. On ne devrait pas trouver de roches continentales à ces profondeurs-là. Et le seul mécanisme qui peut amener des roches à ces profondeurs-là, des roches de surface à ces profondeurs-là, c'est la subduction. Et en fait, cette photographie a prouvé l'existence d'un mécanisme que l'on ignorait complètement et qui normalement était interdit, ce qu'on appelle la subduction continentale. Alors c'est un phénomène qui est très très limité, hein, très très particulier. Normalement la subduction c'est forcément océanique, puisque je vous rappelle que la subduction est permise par des différences de densité. Et avec la lithosphère océanique, on a toujours une lithosphère qui est plus dense, soit la plus âgée si c'est deux lithosphères océaniques qui s'affrontent, soit la lithosphère océanique contre une lithosphère continentale. Lorsqu'on a de la lithosphère continentale, elle ne devrait pas pouvoir s'enfoncer parce qu'elle est de même densité qu'une autre lithosphère continentale. Donc il ne devrait pas y avoir d'enfoncement. Sauf que lorsqu'on a justement ce phénomène de transition entre la subduction et la collision, et bien en fait, il arrive qu'il y ait des petites écailles, ce que vous avez sur le document, la deuxième partie du document, il y a des petites écailles, il y a des petits morceaux de croûte continentale qui en fait vont se détacher et qui vont être tractés, qui vont être emmenés, tirés malgré eux par la subduction océanique, par les lithosphères océaniques qui s'enfoncent. Et donc ces morceaux vont connaître une subduction qu'on appelle une subduction continentale. Alors c'est très limité, c'est assez exceptionnel, mais c'est un phénomène vraiment original. Pour terminer avec cette partie, finalement, voilà le modèle de l'obduction qui consiste en la fin de la subduction océanique. Si on récapitule un petit peu tout ce qu'on a vu dans cette partie. Donc, à la place des Alpes, vous aviez au départ un océan, donc un phénomène d'expansion océanique. À l'époque, les forces étaient divergentes, et donc il y a eu une naissance de l'océan alpin. En témoigne l'existence de marches passives que l'on peut retrouver dans les Alpes. En témoignent aussi les fragments de lithosphère océanique que l'on retrouve au niveau des ophiolites. Puis, il y a eu un changement radical de contexte géodynamique. On est passé de la divergence à la convergence, et donc cet océan alpin a commencé à disparaître par subduction océanique. La deuxième partie de ce schéma, en fait, la partie gauche correspondrait à la France et la partie droite correspondrait à l'Italie, puisqu'on a une subduction de l'Europe sous l'Italie. Et ce qui va témoigner de ce phénomène, ce sont les roches que l'on va retrouver au niveau des Alpes, qui sont des roches de métamorphisme typiques du gradient haute pression basse température de la subduction océanique. Puis cette subduction va cesser lorsque les deux lithosphères continentales vont commencer à s'affronter. Et à ce moment-là, c'est ça qu'on appelle l'obduction. C'est là où il va y avoir la fermeture totale de l'océan. Et au moment de l'obduction, on va avoir deux petits phénomènes très originaux qui vont donner des roches particulières. D'une part, on a des petites écailles de lithosphère océanique qui normalement devraient subduire avec le reste, mais qui vont se détacher et qui vont rester en surface, qui vont être portées en fait par la lithosphère continentale et qui ne vont pas connaître de subduction. Ça va former les ophiolites. C'est le phénomène d'obduction. Et puis, on va avoir un phénomène inverse, c'est-à-dire des petites écailles de lithosphère continentale qui normalement devraient rester en surface, mais qui vont se retrouver tractées par la lithosphère océanique qui s'enfonce et qui vont connaître ce qu'on appelle la subduction continentale. Donc ces deux phénomènes, l'obduction lithosphère océanique à la surface et subduction continentale, lithosphère continentale en profondeur, sont très limités. Hein, en termes de volume, c'est quelques pourcents. Mais par contre, c'est des indices extrêmement précieux parce qu'ils nous expliquent le mécanisme qui se forme, qui se passe lors de la formation d'une chaîne de montagne.
L'étape suivante, ça va être l'affrontement des deux lithosphères continentales. Alors là, il faut imaginer quelque chose d'une très grande violence. Il y a des forces colossales qui vont s'exercer. Et comme la densité est globalement la même, en fait, on va avoir des déformations majeures avec vraiment énormément de cassures, de failles dans tous les sens, énormément d'indices tectoniques et pétrologiques. Et c'est ce qu'on verra dans une deuxième partie.